Ça, c'est un excellent hamburger. C'est bon la goutte. Kept you waiting, huh? Si je devais me faire dessus dès que les parents gueulent, je ferais pas prof. If you want to be a hero, you need to have dreams. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Comptoir des Recos, le podcast fait par des potes, pour des potes, et où le temps d'une bière, d'un verre de vin ou d'un soda, nous discutons des œuvres de pop culture marquantes qui méritent le coup d'œil. Bienvenue dans cet épisode numéro 11, mon cher Jules. Oh là 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 là. Uno, parce que je sais pas comment on dit 11 en italien. Bah, moi non plus, mec. Moi non plus, c'est une colle que tu poses. Mais donc on va l'appeler Uno. Uno. Parfait, génial. Faisons comme ça. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de te retrouver pour ce 11e épisode, mon Jules. Et ben moi aussi, mon gars. Surtout que ça a été assez distendu là ces derniers temps entre l'enregistrement de l'épisode 10 qui a eu lieu il y a un bail, le temps de montage, ouais, et puis le temps de la publication aussi. Le temps de la publication. Et le fait qu'on arrive à se retrouver une nouvelle date pour enregistrer celui-ci. Voilà, là, à partir de maintenant, on va vraiment essayer de se tenir à cette régularité d'un épisode par mois. Même si on a dit cette chose-là les fois précédentes, mais vous inquiétez pas, cette fois-ci, on s'y engage réellement. On dit les termes. Voilà, pour ce nouveau mandat, nous nous y engageons pleinement et de manière très honnête. Nous allons tenir nos promesses. Là, on est le 25 mars et ce que je te propose, c'est que l'épisode soit monté et diffusé d'ici la fin mars. Ok ? Waouh ! Parfait. T'es chaud ? Parfait. On s'engage. On s'engage. Très très bien. Bah écoute, parfait. Si vous écoutez cet épisode et qu'il est sorti en avril, c'est que nous aurons failli à notre mission et la faillite n'est pas une option. Nous ne négocions pas avec nos convictions et ça c'est beau. Bon. Comment ça va, mon team, ces dernières semaines pour toi ? Eh bah écoute, plutôt bien. Comme je te disais en off, ça fait maintenant 3 petites semaines que j'ai arrêté de fumer. Du coup, voilà, on sent le renouveau dans mes poumons et ça fait plaisir. Et ça s'entend dans ton timbre de voix même. J'ai l'impression d'avoir du miel là dans les oreilles. Mais merci, mec. Mais tu sais que par contre, c'est vrai que en termes de sensations très personnelles, depuis que j'ai arrêté de fumer, j'ai l'impression que je suis plus euphorique. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais ? Non. Alors, c'est... Ouais, vraiment. Ouais, c'est assez curieux parce que, en général, les gens, ils ont plutôt tendance à être dans des états un peu dépressifs. En fait, oui, c'est vrai, de manière générale, oui. Mais c'est vrai que, je sais pas, quand je suis avec des gens, par exemple, que je ne connais pas ou à des verres et tout, j'ai l'impression que je suis un peu plus euphorique et pas heureux, mais dans un mood, tu sais, un peu plus énergique. Donc, va savoir pourquoi, je sais pas. C'est magnifique. Si tout le monde pouvait être aussi heureux que toi à l'idée d'arrêter de fumer, je pense que le monde et nos poumons se porteraient bien mieux. C'est sûr. Et en plus, d'après les études, mieux vaut arrêter de fumer avant 30 ans. Voilà, comme ça, ta santé pulmonaire peut apparemment se régénérer. Oui, j'ai lu un article d'Octissimo. Mais du coup, avant de venir. Pour commencer à arrêter de fumer avant 30 ans, il faut aussi commencer à fumer avant 30 ans. Donc, Exact. Mais donc, du coup, il ne faut jamais commencer de faire... Voilà. Ça veut rien dire. Logique. Non, mais voilà, pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Waouh. Yes. J'ai lu sur Doctissimo que c'était bien d'arrêter de fumer avant 30 ans, du coup j'ai décidé de m'y mettre. Et ouais, voilà, parce que c'est vraiment ça qui m'a motivé. Doctissimo, merci. Non, par contre, c'est vrai que par contre, en vrai, arrêter de fumer avant 30 ans, à skip, alors, t'auras toujours plus de chances de développer certaines choses, etc. Mais au niveau cardiaque et pulmonaire, tu récupères grandement, on va dire, la santé et l'état que tu aurais pu avoir avant de fumer, quoi. Voilà. Ok. Donc, mieux vaut arrêter avant 30 ans, quoi. Après 30 ans, c'est un peu je vais pas dire le coup près, mais t'as plus de chances de développer des maladies, etc. Ou plus de chances de développer un cancer ou que tes cellules se régénèrent pas après 30 ans. Donc, voilà. Ok. Bon, après, dans l'absolu, arrêter de fumer, quel que soit votre âge, c'est toujours une bien, bonne idée. hein. C'est cool. Mais écoute, ça fait c'est comme d'habitude avec ce podcast, c'est pas que deux amis qui rigolent et qui déconnent, c'est aussi des petites pièces d'information comme ça qu'on vous distribue gratuitement en toute générosité. Et des petits conseils prévention en plus de santé, en sachant que le paquet a augmenté d'1 euro en mars, du coup. Ah bah tu vois, mais attends, ça veut dire que c'est quoi ? Ça va être 11 € maintenant ? C'est 11 €, 11,50 € je crois le paquet maintenant. Wow. Voilà. C'est voilà. Ouais.
en sachant que pour combler le déficit de la sécu au niveau du tabac, il faudrait que le paquet soit à 16 €. Mais bref, on s'en fiche. Ce n'est pas le sujet du podcast. Mais ouais, et puis bah là, ça fait 3 semaines, mais bon, je pense que tu le sens déjà, mais c'est surtout au niveau du porte-monnaie aussi que ça fait plaisir, quoi. Ouais, c'est vrai que le paquet, en vrai, j'achetais par semaine peut-être 2 à 3 paquets par semaine. 2-3 paquets, ça faisait Philippe Maurice, ça faisait 30 €. 30 € par semaine x 4, ça fait 120. Du coup, ouais, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Le compte est bon. Le compte est bon. Donc, mesdames et messieurs, arrêtez de fumer, et puis avec l'argent que vous allez gagner, envoyez-le sur le Tipeee, et ça Exactement. nous aidera à faire grimper ce petit podcast qui monte malgré le silence des médias. Typique, on a toujours pas mis en ligne, hein, mais on va le faire. On va le faire. Mais parce que, il arrive. Il Ouais. est dans le starting block. ouais. Comme le prochain épisode qui. non, il arrive. Il est dans les bacs. Bon, et alors, mon team, est-ce que tu peux me dire de quoi on va parler aujourd'hui? Parce qu'on l'a pas teasé lors du dernier épisode. Exact, parce Donc que. les gens n'ont aucune idée. Non, parce qu'on, nous non plus, nous ne savions pas de quoi nous allions parler aujourd'hui. On n'avait pas du tout décidé. Mais en tout cas, cette fois-ci, le compte est bon, le sujet est sur la table, et aujourd'hui, nous allons disserter et dialoguer sur une œuvre japonaise intitulée Elfen Lied. Elfen Lied, tout à fait. Donc, c'est un manga avant tout, C'est un manga avant tout, ouais. c'est ça, que toi tu as lu. Que j'ai lu il y a un moment, enfin, je dirai les détails plus tard, mais que j'ai lu quand j'étais en fin collège, début lycée, environ. Et que moi je n'ai pas lu. J'ai découvert ça par l'animé, et donc ça, on a une petite différence quand même de point de vue à ce niveau-là, parce qu'il y a des petites subtilités, enfin voilà, qu'on va évoquer pendant le podcast. Exactement. Parce Alors, que... Oui, vas-y. Ouais, vas-y, excuse-moi gros. T'inquiète. Non, vas-y. À toi de jouer. Non, mais tout simplement, je voulais te demander, mon gars, est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots ce que c'est Elfen Lied? Elfen Lied, comme tu l'as dit, c'est un manga. Donc, alors, c'est un manga qui est sorti de 2002, enfin, qui est paru de 2002 à 2005 sur le Weekly Young Jump, qui est le pré-mensuel, etc., le pré-hebdomadaire de la Shueisha. Voilà, qui est une grande maison d'édition japonaise. Et c'est pour ça, d'où la particularité que, effectivement, on a une petite divergence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai lu le manga et j'ai vu l'animé qui est sorti en 2004, et toi, tu n'as vu que l'animé. Voilà. Exactement. Et bon, pour la faire courte et sans trop rentrer dans les détails, vu qu'en fait, on est dans un manga qui, tu sais, comme beaucoup de mangas usines qui étaient très longs, et comme Fullmetal Alchemist, etc., des trucs comme ça, et on a un manga en fait qui était toujours en cours de parution quand l'animé a été mis en place, a commencé à sortir. Et pour des raisons, on va dire, alors je ne sais plus pour quelle raison précise, mais on va dire je sais pas, pour le coup je sais pas vraiment, mais le manga a continué, mais on va dire si ça pour des raisons de parution, etc. En fait, l'animé a terminé beaucoup plus tôt. Et en fait, il est terminé en 2004, le manga, donc c'est terminé en 2005. Et donc en fait, l'animé à un moment donné, pour des raisons de scénario, change totalement l'histoire du manga et a une fin totalement différente de l'œuvre originale, quoi. Voilà. Donc c'est ça la différence. Et après, si on peut rentrer, oui, on rentre dans un petit résumé de l'œuvre. Oui, un petit résumé du synopsis. Allez, je t'en prie, fais-toi plaisir. Allez, ça part, on est là, on est ensemble. Eh bien, Elfen Lied, comment le résumer ça, alors, l'histoire commence dans une sorte de station d'expérimentation un peu bizarre, un peu creepy. Et une sorte de laboratoire, ouais. Un laboratoire vraiment pas ouf et ultra sécurisé, mais tu sens qu'il y a des choses pas nettes qui s'y passent, quoi. Ouais. Et au tout début, que ce soit dans le manga ou dans l'animé, on assiste à l'évasion d'un personnage avec des petites cornes et aux cheveux roses qui donc s'évade de ce centre d'expérimentation grâce à l'aide de pouvoirs psychiques, qu'on appelle dans l'histoire donc des vecteurs. C'est-à-dire des mains invisibles à l'œil humain
mais qui permettent d'avoir une force surhumaine et qui permet voilà de démembrer ou de réduire quelqu'un en charpie en 2 secondes quoi. Et donc cette fille réussit à s'évader après moult carnage. Et avant qu'elle réussisse à s'évader, elle se prend une balle de sniper dans la tête et elle tombe dans la mer. Arrivé justement, enfin quelques temps plus tard, le lendemain en fait, on voit le personnage principal qui s'appelle Kota, accompagné de sa cousine qui s'appelle Yuka, qui retrouve cette fameuse jeune fille échouée sur la plage et qui semble avoir perdu la mémoire. Et donc l'histoire se base là-dessus. On va suivre donc ces 3 protagonistes et on va suivre le déroulement. Enfin, toute l'histoire va se centrer autour de ces 3 personnages. Et justement, cette confrontation entre la race humaine et cette race, et ça je l'ai pas précisé, mais cette race spécifique qui est incarnée par ce personnage aux cheveux roses avec des petites cornes, qui sont les Diclonieux, c'est-à-dire une race de filles un peu mutantes, entre guillemets, qui possèdent des pouvoirs psychiques. Voilà. De filles et il y a et des hommes, et et des hommes, et oui, et des hommes, et des hommes, voilà. C'est une race qui ressemble aux humains à l'exception de leur pouvoir et du fait qu'ils ont des formations osseuses au niveau du crâne qui ressemblent un peu à des cornes quoi. Exactement. Et qui peuvent te déchiqueter. Voilà. Et qui peuvent te déchiqueter. Et qui peuvent te déchiqueter. Ouais. Et d'ailleurs, à ce titre-là, la scène d'intro donne assez vite le ton parce que c'est sanglant, quoi. C'est très très sanglant, c'est ultra violent. C'est ultra violent. Mais on pourra en reparler. on va en reparler, ouais. Et je pense qu'on peut peut-être ajouter le fait que donc tu dis que le personnage aux cheveux roses, donc qui s'appelle New ouais. dans l'histoire, elle s'échappe. Et en fait, une fois qu'elle se fait retrouver par Yuka et par Kota, elle a donc certes perdu la mémoire, mais en fait, c'est ce qu'on comprend assez vite, c'est que elle a développé une deuxième personnalité, mais sa personnalité originelle est toujours là quelque part. C'est ça, elle est vraiment enfouie. Ouais, exactement. Et voilà. Et puis bon, on rentrera dedans un peu plus tard, mais on comprend assez vite que tous les personnages sont plus ou moins liés les uns avec les autres et qu'il y a des choses qui vont ressurgir dans le récit. Et tout en sachant aussi que du coup New, elle est recherchée par les gars du laboratoire duquel elle s'est échappée. Qui veulent la retrouver à tout prix et qui vont utiliser de différents moyens pour la retrouver. Bon synopsis, je pense qu'on ne peut pas aller plus dans le détail sans spoiler. Sans spoiler. Effectivement. Alors, dis-moi. Vas-y, mais on pourrait peut-être parler un petit peu du coup de l'auteur et. Oui. L'auteur en vrai, en fait finalement j'ai pas énormément d'infos sur lui. Alors l'auteur s'appelle Lin Okamoto, si je me trompe pas. Ouais. D'ailleurs son prénom faisait en sorte que beaucoup de gens le prenaient pour une fille, sauf que c'est un mec. Faut vraiment préciser, c'est un auteur. Après, à part Elfenlied. Je me suis rendu compte que je n'ai lu aucun de ces autres mangas au final. Ouais. Et alors, apparemment justement, il est relativement connu au Japon, mais essentiellement pour Elfenlied, parce qu'effectivement, ses autres œuvres sont pas forcément super connues. Oui, donc comme tu le dis, on le prend. Son nom, mais même moi là, en le revoyant, j'avais oublié qui avait écrit l'œuvre, et au début je me suis dit, ah purée, c'est marrant, c'est une meuf en fait. Ouais, ça porte hésitation quoi, en fait. Et après, bon voilà, toutes ces œuvres sont un peu toujours dans le même style, c'est-à-dire avec des personnages qui ont des traits assez enfantins. Et je pense qu'on aura l'occasion. Sur cet aspect-là aussi. D'en reparler, D'en reparler. Et donc aussi, comme tu l'as dit, l'œuvre le manga a été publié à la base dans le Weekly Young Jump, donc qui est comment on appelle ça une prépublication, un magazine de prépublication comme Shonen Jump, etc. quoi. Donc exactement, qui est destiné à un public adolescent.
Ouais, de jeunes garçons, de jeunes de jeunes garçons. de jeunes ouais. garçons particulièrement, ouais. De jeunes garçons. Ce qui est assez particulier, je trouve, comme choix pour un truc type shonen, un magazine entre guillemets qui est plus shonen. Mais on en reparlera, mais ça m'a un peu étonné, mais après bon, parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres magazines justement au Japon de prépublication qui sont plus, tu sais, seinen, adressés à des jeunes adultes. Et le fait d'avoir, là, en m'étant renseigné sur le truc, enfin sur l'œuvre pour le podcast, et le fait de voir qu'il a été publié sur, pour, on va dire, des jeunes adolescents, jeunes garçons, ça m'a, vu les thématiques de l'œuvre et vu la violence du truc, ça m'a un petit peu interloqué, quoi. J'étais un peu en mode, ah ok, d'accord, pourquoi pas. Ouais, alors après, pour le coup, je dis c'est un public adolescent, mais justement, il y a le Young Jump et il y a le Shonen Jump. Et donc, le Shonen Jump, c'est plus les mangas style Naruto ou quoi, qui sont, enfin là, vraiment Ouais. pour des gens qui auront entre 11 et 15 ans, quoi, on va dire. Et il me semble que justement, le Young Jump publie plus des œuvres un peu plus voilà, pour des adolescents plus proches de l'âge adulte, quoi. Ouais, ah oui, d'accord, donc il y a une vraie différence, finalement, entre les deux magazines de prépublication. Ouais, Ok. ouais. Ok. Parce que justement, ah oui, donc oui, parce que les deux, on est d'accord, sont détenus par, que ce soit le Shonen Jump ou le Young Jump, sont détenus par la Shueisha, par la même maison d'édition, finalement. Ouais. Ok. Ouais. Ah oui, d'accord, donc je comprends, en fait, il y a une gradation entre les deux, quoi, finalement. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, et ça, tu vois, genre, Il me semble que j'ignorais c'est cette ça. nuance. Je suis pas expert de Moi non du plus. système de ces magazines de prépublication au Japon, mais je crois que c'est ça, hein, Ok. le truc. Ouais. Bah effectivement, dans ce cas-là, bon, je retire ce que j'ai dit parce que effectivement, il y a une gradation dans la manière dont ils publient en fonction de tel magazine, et qu'en plus ça appartient à la même maison d'édition, cela s'explique grandement. Donc voilà, bon bah effectivement, comme après bon, il y a pas, c'est dur de beaucoup parler de l'auteur parce que ces autres œuvres sont pas forcément super connues et je suis même pas sûr qu'elles soient arrivées jusqu'en France. Donc voilà, simplement retenir qu'il est connu pour une seule chose, C'est Elfen Lied, ouais, qui a marqué les foules. Exactement. Voilà, ben mon gars, comment t'as découvert toi Elfen Lied encore une fois, hein, je pense qu'on l'a découvert à peu près à la même période. Oui, je pense, mais moi, en fait, j'ai découvert de manière très traumatisante Elfen Lied. Ah ouais? Parce qu'en gros, déjà, j'étais très jeune, j'étais ultra jeune quand j'avais découvert une première fois l'œuvre. J'avais 11-12 ans. 11-12 ans. Ah ouais? Et vachement jeune. Ouais. très très jeune, mais en fait, je t'explique, je l'ai découvert totalement par hasard. Et ça m'a tellement marqué parce que ça fait partie des scènes d'enfance où ça te dégoûte, tu vois. C'était quand mes parents étaient pas là, je regardais une émission de télé, enfin une chaîne de télévision qui, je crois, c'était MCM, un truc comme ça, bref. Il était assez tard pour quelqu'un comme moi qui avait 11-12 ans, donc il était 23h minuit, et il passait des mangas animés plus adultes. Et donc là, je suis tombé sur Death Note, et Death Note, le personnage de Ryuk, le dieu de la mort, m'avait traumatisé. Il me faisait trop peur, voilà. Et après, je suis tombé sur Elfen Lied. Donc, on en reparlera, mais je suis tombé sur l'opening Lilium, qui, j'avais déjà trouvé assez joli à l'époque, quand j'avais 11-12 ans. Et après, mec, je suis tombé sur l'animé. Et étrangement, j'ai commencé à le regarder, mais entre la nudité, l'ultra-violence, etc., ça m'a mis hyper mal. Ah ouais. Ah vraiment, j'avais 11-12 ans, mec, ça m'a traumatisé. Mec, tu m'étonnes, c'est vraiment beaucoup trop jeune pour... C'est trop jeune. Et j'ai éteint la télé, mec, et j'étais comme ça. C'est pas que je tremblais, mais j'étais un peu en mode... Ouais. Mon cerveau, j'étais bousculé. J'en pouvais plus. J'étais là, je fais, mais non, mais j'ai vu quelque chose, ça ne va pas du tout. Et là où j'ai raccroché vraiment à l'œuvre, c'est que je crois que c'est quand on était en troisième, dans ces eaux-là, troisième, seconde, quelque chose comme ça. Je pense qu'on était, tu sais, dans cette dynamique, on avait fini Naruto, ou du moins ce qui paraissait, ce qu'il était paru... jusque-là, quoi. Jusque-là, voilà. Et du coup, on se disait, ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme manga, etc., tadadac. Et c'est là qu'il y a Elfen Lied. Alors, je ne sais plus si c'est toi qui me l'as fait découvrir ou l'inverse, je ne sais plus. Mais en tout cas, je me rappelle que on en avait parlé. Et c'est là que je me suis que j'ai recommencé à regarder l'animé. Et je me suis souvenu que je l'avais regardé, une partie quand j'avais 11-12 ans. Et c'est là que j'ai regardé l'animé et que je me suis réconcilié avec lui. Et que aussi, dans la foulée, j'ai lu le manga, quoi.
Voilà. Ouais, vous avez fait la paix, quoi. Et on a fait la paix. Voilà, mais dis donc, je l'ai plus... à 14-15 ans, je l'ai plus assimilé, quoi. Ça allait mieux. Ouais, normal. Ça Ouais, allait non, mais mieux. c'est beaucoup trop jeune, 11-12 ans pour du contenu pareil. Ah ouais, que ça m'avait trop... Mais même Death Note, hein, Death Note que j'ai relu après, hein, mais Death Note, pareil, Ouais. le personnage du Ryuk, le Kara Design, il m'avait mis très mal, hein. Et vraiment, tu sais, la sensation où tu as vraiment l'impression d'avoir regardé quelque chose qui te dépasse et que tu n'aurais pas dû regarder, bah là, c'était ça, tu vois. Oh, bichette. Non, mais vraiment, j'étais là, je fais, oh, j'en parlerai à personne. Attends, tu vois, ouais, j'étais candide, innocent, et là, tu vois, des filles à poil qui se battent entre elles et qui se démembrent, franchement, Ouais. ça fait Ouais, beaucoup ouais. quand même, là. Ça fait beaucoup, ouais. Ça- Ça fait beaucoup, là, non? Ça fait beaucoup, là, non? Ouais, quand même. Donc Ouais, voilà, non, ma Ok. découverte avec Elfen Lied. Voilà. Hmm. Et toi, mon Jules, comment tu as découvert, pardon, cette œuvre? Mais pour le coup, alors, au final, on l'a pas découvert au même timing, puisque moi, je l'ai découvert plus quand j'avais 15-16 ans, et c'était sur un site qui s'appelait à l'époque, je crois que c'était genre Redlist, ou un Mhm. truc comme ça, qui était un site où on pouvait regarder du contenu de manière gratuite. Mais tout en respectant les droits d'auteur. Mais ouais, c'est un peu l'ancêtre de Netflix, quoi. Ouais, voilà, sauf qu'il n'y avait pas d'abonnement, mais ouais. Ouais. Et bref, enfin, et du coup, à cette époque-là, voilà, je téléchargeais pas mal de trucs. Et à un moment, en suggestion, Mhm. il y a eu ce Elfen Lied qui a popé. Avec, tu sais, l'image que t'as sur la boîte avec donc New, le personnage avec les cheveux roses, Mhm. qui est un peu enveloppé dans des bandages. Mhm. Et enfin Ah voilà, oui, et tu vois le casque à moitié fendu, le etc. casque à moitié, ouais. je vois. Donc assez un peu intrigué. Et puis surtout, je vois que l'œuvre a, je sais pas, il y avait des notes sur 10 et c'était genre 9,5 ou un truc comme ça. Donc je clique un peu intrigué et je vais dans les commentaires et je vois, ouah, purée, c'est vraiment le meilleur animé, machin, c'est exceptionnel et tout. Mhm. Donc ni une ni deux. En plus, je vois que ça fait que 13 épisodes et bon, encore une fois, bon, moi je suis toujours partisan de réduire. Enfin voilà, j'ai horreur des animés usines. Ouais, des animés usines, ouais. Mhm. Donc convaincu par ça, je télécharge et je dois dire qu'à l'époque, j'ai été vraiment happé Mhm. par l'œuvre. Et là, le revoir pour le podcast, je pense que c'était mon 3e visionnage. Ah, donc tu l'avais maté quand même une seconde fois avant. Et ben parce ouais, que ouais. et ben parce que on l'a vu. En fait, Poul, notre ami qui était là lors du podcast Ouais. précédent, on l'avait visionné ensemble. D'accord. Je savais Ouais. pas que Poul l'avait maté Elfen Lied Si, pour si. le coup. D'accord. Et il Ok. l'avait maté et il avait à l'époque bien apprécié. Alors je sais pas s'il redirait la même chose aujourd'hui. Et ça va aussi être un des points d'intérêt, je pense, aujourd'hui, c'est que pour le coup, on s'est pas du tout concerté et je n'ai aucune idée de ce que tu vas dire à propos de l'œuvre. On sait juste que Ouais. à l'époque on avait tous les deux kiffé, mais C'est ça. Ouais. Mais Qu'est-ce on ne sait qu'il pas en est qu'est-ce qu'il en est maintenant, maintenant. Ouais. Bon. Oui, c'est vrai que comme tu l'as dit, pour rebondir sur ce que tu dis d'abord, c'est vrai que cet animé nous avait profondément happé. Au titre de plein d'autres animés qu'on avait regardés à plus ou moins la même époque, en fait, comme je Ouais. le citerai, hein, Code Geass. En fait, j'ai surtout Code Geass en tête. surtout Code Geass. Mais c'est vrai que je les mets un peu dans le même panier les deux parce que c'est ce qu'on se disait régulièrement, c'est les trucs que t'as kiffé à 15-16 ans. Est-ce que maintenant ils ont survécu au passage du temps? Ouais, on sait pas trop quoi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que notre degré de visionnage n'a pas un petit peu évolué? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu grandi aussi quand à l'époque on avait 15-16 ans et maintenant? La réponse est sans doute oui. Ouais. Et je pense qu'à l'époque, tu sais que quand on était au collège, lycée, où on était vraiment, voilà, on sortait des mangas shonen, des ketsu, hein, ce qui sont très très bien. Mais voilà, en mode Attends, avec- Neketsu c'est quoi? c'est, tu sais, la quête du héros, tu sais, voilà, la typical Naruto, tu vois, genre le dépassement de soi, etc., qui Ok, commence, ouais. il est pas grand chose, mais par la force de sa volonté et ses amis, il va réussir à évoluer et tout au long d'une quête initiatique, etc., où il va grandir et devenir un vrai homme, finalement. Ou une vraie femme, c'est selon. Et du coup, en fait, on était à fond là-dedans, et je pense que le fait de découvrir ces nouveaux mangas animés, enfin ces animés
avec un côté un peu plus sérieux, qui aborde des thématiques un peu plus profondes, entre guillemets, comme Code Geass et Elfen a fortiori, ou même Death Note aussi, même si Death Note je le mets ailleurs quand même, je le mets ailleurs, mais un peu ce genre de nouveau truc qui parle à vraiment des jeunes adultes, donc le seinen, on va dire. On était un petit peu, tu sais, dans le mood, waouh, ça nous a fait trop découvrir la vie, etc. On a plein, enfin moi j'étais vraiment dans ce mood-là, je sais pas pour toi, mais je pense qu'on était à peu près dans la même phase. Ouais, Ouais, dans le mode, waouh, on découvre plein d'aspects de la vie, c'est tellement philosophique, ça remet en cause la dualité du bien et du mal, enfin vraiment dans ce mood-là, et c'est vrai que sans les enfoncer, parce que si on les a bien aimés, c'est qu'ils ont quand même des qualités indéniables, mais je pense sincèrement que, oui, que on a évolué, que notre grille de lecture est peut-être montée d'un cran par rapport à d'autres choses aussi qu'on a eu la chance de voir, et que du coup, je pense que ce genre d'œuvre qu'on a vu quand on avait 15-16 ans, on a un avis un peu plus critique sur elle maintenant, voilà. Tout à fait. Tout en ayant cet aspect nostalgie qui restera, je pense, Évidemment. tout le temps, voilà. Évidemment. Bon, est-ce qu'on se lance dans les points positifs, On peut se lancer dans les points positifs. Alors, écoute, tu veux commencer ? Allez, c'est parti. Dans les points positifs, en vrai, ce que je dirais quand même dans les points positifs, c'est je vais commencer par le début, parce que je pense que c'est la chose qui me marque encore le plus aujourd'hui. C'est l'opening, Lilium, qui est, en vrai, grâce à notre podcast, j'avais pas complètement oublié l'existence de cette musique, mais ça m'a permis de la réécouter. Et cette musique d'opening, mais elle est toujours aussi grandiose, en fait. Ouais. Franchement. Alors, mais j'étendrais même ça, en fait, aux musiques de l'anime en général. Ouais, musique de l'anime, oui. Enfin. La bande-son, elle est absolument exceptionnelle, et l'opening, il fait partie des openings les plus marquants qui m'étaient donné de voir, quoi. Pareil, que ce soit dans la mise en scène, que ce soit dans la direction artistique de l'opening, qui est, je sais plus, mais inspiré de tableaux. Alors, je n'ai plus le nom de l'artiste, etc. Je crois que c'est Klimt. Klimt ? Ouais, ça doit il me semble. Attends, petit fact-check. Oui, c'est ça, c'est Gustav Klimt. Ah, mais totalement. Ah bah voilà, mais... Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique, cette inspiration, cette direction artistique, la musique qui accompagne parfaitement l'opening, et la musique, comme tu l'as dit, qui accompagne parfaitement les scènes aussi, tout au long de l'animé. Tu sais, ça fait partie de ces musiques qui se basent sur le même thème, donc en l'occurrence Lilium, mais qui va varier d'intensité, d'instrumental ou de rythmique en fonction de la situation, pour avoir un ton plus mélodieux, émotionnel, etc. Quand la scène s'y prête, ou un truc un peu plus punchy ou action quand effectivement on a des scènes de bagarre. Et ouais, c'est vrai que la musique pour moi, ça reste et ça restera le vrai point fort de cet animé encore aujourd'hui. Voilà. Ouais, ça pour le coup, je pense que c'est effectivement le truc qui résiste le mieux à l'épreuve du temps de tout l'animé, c'est vraiment les musiques. Et c'est vrai que d'ailleurs moi, au-delà là du revisionnage, parfois ça m'arrive quand même de les réécouter de temps en temps. Et alors bon, c'est un petit peu aussi en lien avec, je trouve, un des autres points forts de l'animé, c'est que d'une manière générale, je trouve quand même le rythme de l'animé assez bon. Dans le sens où, le fait que ce soit condensé en 13 épisodes, ça aide beaucoup aussi, mais tu t'ennuies jamais, en fait. D'une manière générale, t'as pas de scène trop longue ou quoi, et surtout, tu passes par plein d'ambiances différentes et qui sont toutes globalement très réussies. C'est-à-dire que tu vas avoir des moments de gag et aussi bien que des moments d'horreur. T'as même parfois des scènes qui se rapprochent, et c'est pour ça que je fais un lien avec la musique, parce que la musique aide beaucoup à ça, qui se rapproche du film d'horreur en fait. Totalement. Et je me souviens que lors de mon premier visionnage, j'avais eu même des petits moments de sueur froide en fait face à certaines scènes. Et en lien avec cette idée de l'ambiance, c'est un truc, je pense, qui va être à la fois dans les côtés positifs et à la fois dans les côtés négatifs, mais c'est qu'il y a, je trouve, il y a un très beau contraste entre le côté... et c'est un peu ce qu'essaie de faire passer tout l'animé, quoi, mais les personnages ont un design très kawaii, très mignon. Avec des gros yeux ronds, pour le coup. Vraiment, des gros yeux ronds. On disait presque enfantin. Moi, c'est un style
que j'aime pas vraiment la plupart du temps. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en parallèle, tu as enfin voilà, on te montre des scènes horribles, des scènes de décapitation, de démembrement, etc. Et donc, il y a un vrai contraste qui est créé entre le côté mignon du chara design et l'horreur de ce qu'on te montre. Et ça, je trouve que c'est toujours assez efficace encore aujourd'hui. Je trouve aussi, en fait, c'est vrai que là où t'as raison, c'est que l'ambiance. Alors, il y a aussi quelques points négatifs, mais c'est vrai que de manière générale, comme tu l'as dit, c'est que c'est bien dosé, en fait. C'est que le fait que tu as le chara design en fait partie, et aussi, en fait, t'as les phases de, par exemple, t'as les phases plus slice of life, où tu vois la petite troupe genre Yuka, Kota et Mio qui vont évoluer dans un environnement très mignon, etc., où tout va bien, c'est ensoleillé, etc. Beaucoup de couleurs, chatoyant, de ouf. Et après, tout d'un coup, ça va switcher parce que tu auras un événement déclencheur où tu as par exemple Niu qui va se faire poursuivre, etc. Où là, ça va plus osciller soit dans le thriller, soit dans l'horreur. Et ça, alors, c'est pas forcément un côté positif parce que je trouve pas que les couleurs soient non plus magnifiques, mais je dirais que en termes de contraste et de changement d'ambiance, comme tu le dis, l'animé fait énormément le taf. C'est pour ça qu'on s'ennuie. C'est pour ça que c'est vrai que je suis d'accord, on ne s'ennuie jamais. Et les 13 épisodes passent super vite. Et non, c'est pour ça que cet animé, en vrai, ouais, en fait, c'est ça, on pourrait le résumer ainsi, c'est un très bon divertissement en lui-même. Juste pour continuer un petit peu sur l'ambiance, ce que je trouve aussi assez réussi, c'est que donc l'action prend place dans un lieu réel, c'est à Kamakura au Japon. Kamakura, c'est une ville qui est à peu près 1 heure au sud de Tokyo, qui est au bord de la mer. Et alors, il y a des images qui existent sur Internet qui mettent côte à côte des photos, des lieux réels avec des images de l'animé, et visiblement, c'est quand même assez bien retranscrit. Mais d'une manière générale, disons que tu as le sound design est vraiment très très travaillé. Tu as souvent un grand soin qui est apporté au son d'ambiance, au vent dans les feuilles. Parce que, alors, bon, aussi, il faut dire, je sais pas sur combien de temps l'action est censée se dérouler, mais tu as tout le temps les cerisiers en fleurs dans le truc. Alors qu'en général, dans la vraie vie, ça dure 1 semaine, quoi, quelques jours. Et là tu as l'impression que c'est toute l'année comme ça. Mais voilà, t'as souvent, t'entends le vent dans les feuilles, le bruit de la pluie, par exemple, ou le son des insectes. Il y a un grand soin qui a reporté à ça, et moi j'ai notamment en mémoire une scène où, à un moment, donc, parce que forcément, au bout d'un moment, il y a un triangle amoureux qui va se former entre donc, et je pense que là on va rentrer un petit peu plus dans l'histoire. Ouais, on peut. Yuka et Kota sont donc en fait amis d'enfance, et on apprend assez rapidement dans le récit qu'ils passaient souvent leurs vacances ensemble, et que la petite sœur de Kota est morte dans un accident. Et en fait, Yuka, elle, est amoureuse de Kota depuis leur enfance. On introduit là le personnage de Niu, et voilà, forcément, Kota, il est un petit peu, il a l'air un peu amoureux de Niu ou quoi. Enfin, en tout cas, il fait attention à elle, on va dire, ouais, parce il la protège. Il la protège, et ce qui rend Yuka complètement jalouse. Et il y a une scène où elle se barre de la maison, et Kota part à sa poursuite, et il se retrouve en fait dans un temple Shinto. Et il commence à pleuvoir, et donc t'as plein de plans sur les décors du temple, sur les statues et tout, et t'as le son de la pluie, et t'as la musique, mais très fine, juste en arrière-plan comme ça, et je trouve vraiment ce moment d'ambiance de l'animé super bien réussi. Je sais pas ce que t'en penses. Non, mais je vois très bien le moment que tu décris, et c'est vrai que en fait, t'as tout le côté. Tu ressens un peu les sentiments de Kota, où t'as vraiment une proximité entre les deux personnages qui s'est créée, et en très peu d'épisodes en plus. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que finalement, je crois que cette scène, elle est au bout du 5e, 6e, quelque chose comme ça. Enfin, milieu animé, je crois, dans mes souvenirs. Et justement, en fait, avec cette scène, avec comme tu as dit, ce sound design et tout, le côté où tu vois un peu leurs vêtements détrempés, etc. Bon, je rentrerai pas dans les détails parce que les vêtements détrempés, c'est aussi un défaut. Un problème. C'est aussi un problème. C'est aussi un gros problème de cet animé, mais on en reparlera après.
mais ça crée aussi quand même une ambiance chaleureuse où quand t'assistes à la scène, tu ne peux avoir que des petites palpitations en regardant les deux là, en disant oh, ce serait bien que ça marche. Et c'est vrai que moi déjà quand je l'avais maté quand j'avais 15 ans, cette scène elle m'avait elle m'avait touché, oui, un petit peu touché. Où je me dis oh ouais quand même. Enfin, ça tranche vraiment avec l'ambiance, les thèmes macabres qu'il y a autour de cet animé, etc. Et les scènes d'ultra-violence qu'il peut y avoir. Et de voir cette scène un peu mignonne, etc. En te disant qu'il y a peut-être potentialité d'un amour entre les deux. Bah, t'as envie que cette scène le représente très bien. Et t'as envie que ça réussisse autant que toi, que spectateur, tu vois. Et là, le fait de l'avoir rematé alors que j'ai 10 ans de plus, j'étais un peu en mode aussi, oh, c'est mignon. Enfin, tu vois, ça fait partie des trucs, tu vois, que tu chéris un petit peu. Et ouais, donc ouais, je suis d'accord que cette scène, pour moi, elle incarne bien ça. Et le sound design et le rythme en font énormément. Ils participent énormément à cela. Donc voilà. Et après, moi justement, pour attacher à ça, parce que voilà, là on parle du thème de l'amour, le triangle amoureux entre les trois personnages, et c'est vrai que cet animé a une grande part de romance. C'est pas le principal, mais ça en fait entièrement partie. Et moi, ce que j'aime bien avec cet animé, c'est autre gros point fort, c'est dans ce qu'il essaie d'aborder, c'est-à-dire les thématiques philosophiques, réflexions. Ça fait aussi partie des points négatifs, mais je trouve que il y a quand même pas mal de choses, de billes de réflexion qui sont avancées. On peut les citer, notamment l'eugénisme, l'expérimentation scientifique incontrôlée, la pédophilie aussi. Ouais, la pédophilie, j'avais oublié ce passage-là aussi, ouais. Et qui est paradoxal d'ailleurs avec le chara design justement. Ouais, et ça me chagrine, tu vois, tu peux pas faire ça comme ça. Ouais. Et mais du coup, voilà, c'est vrai que les thèmes, alors que ce soit dans l'animé, et c'est là peut-être la différence avec le manga, c'est que l'animé donne des billes sur, par exemple, l'eugénisme, etc. C'est implicitement dit dans l'animé, même si tu le captes, mais c'est pas explicitement t'as pas le truc en mode c'est le thème principal, quoi. Pareil pour le clonage, l'expérimentation, etc. C'est vraiment une toile de fond. Et c'est peut-être là la différence, et là c'est peut-être ça qui est dommage avec l'animé, et c'est là que moi qui ai regardé le manga, alors j'ai plus tout le manga en tête parce que je me suis pas, ça fait un moment et j'ai pas lu le manga pour le podcast, mais c'est là où en fait la différence avec le manga, c'est que le manga lui, il peut se permettre de prendre plus le temps, parce que en fait, si on doit dire, c'est que l'animé s'arrête à la moitié du manga, en fait, environ, en termes de timeline. Et du coup, en fait, le manga, lui, va beaucoup plus à fond dans les thématiques que je viens de citer. Et notamment, par exemple, pour l'eugénisme, il fait clairement une référence, à un moment donné dans les pages, il parle du projet Lebensborn, pour parler des Diclonius, etc. Le projet Lebensborn, c'est directement une référence au projet nazi, des SS, qui en gros, qui était dirigé par Himmler. Et Himmler, son grand projet, c'était en fait que des femmes donnent naissance à des enfants dits parfaits de la race aryenne, selon les critères de l'idéologie du Troisième Reich. Et du coup, là, dans le manga, en fait, c'est ça, en fait, l'idée du manga, c'était de dire que, les Diclonius, qui représentent pour le centre de recherche et les scientifiques et toute la société un peu dans l'ombre qu'il y a derrière et qu'on entreperçoit dans le manga, leur idée, c'est vraiment de remplacer la race humaine. Tu veux dire dans l'animé, pardon. Quand tu entreperçois dans l'animé, pardon, et que tu vois clairement dans le manga, leur idée, c'est vraiment de remplacer la race humaine et de la supplanter par les Diclonius, etc. Et en fait, ce centre que tu vois dans l'œuvre, c'est vraiment rassembler tous ces Diclonius, leur faire des tests, les sélectionner et les faire se reproduire pour créer, on va dire, la prochaine espèce humaine, quoi. Donc c'est vraiment une critique, enfin vraiment une dénonciation de l'eugénisme, etc. Que tu entrevois encore une fois dans l'animé, mais que tu perçois très bien dans le manga. Et ça, c'est ça que j'aime bien avec dans cette œuvre de manière générale, c'est que elle donne des billes de réflexion et c'est intéressant. Ça peut être intéressant. Mais comme tu le dis, donc il y a aussi la pédophilie avec l'un des personnages. En fait, donc au début du récit, on apprend donc que Kota emménage en fait dans ce qui est une ancienne auberge. Donc c'est une maison assez grande avec plein de chambres. Et en fait, au fur et à mesure du récit et que lui et Yuka vont rencontrer des nouveaux personnages, ces personnages vont venir aussi s'installer et vivre avec eux. Et d'ailleurs,
l'œuvre a un côté Lovina, hein, Ah ouais, mais oui, totalement. Hein. C'est vraiment, avec ce... mais vraiment le côté harem, en fait. Slice of life Ouais, harem, ouais. quoi. Mais, Ouais. ouais. Euh, et en fait, un de ces personnages est une petite mendiante dont j'ai oublié le nom. Elle Attends, s'appelle... comment c'est Mayu. Mayu, ouais. Mayu. Mayu, ouais. Ouais. Mayu et son petit chien Wanta, qui est d'ailleurs le personnage que je voulais le moins voir mourir de tout l'animé, parce que le chien est vraiment mimes pour le coup. Ouais, meilleur personnage, en vrai. Même. Ouais, enfin même Mayu d'ailleurs. Et en Ouais. fait, donc Mayu, elle est SDF et on apprend qu'elle a fui de chez elle parce que son père abusait d'elle et que sa mère ne voulait rien savoir. Et alors je sais pas pour le coup si c'est plus développé dans le manga. Pas vraiment. Enfin, dans mes souvenirs, pas vraiment. Enfin, en fait, non, c'est vraiment la même trame scénaristique. Effectivement, Mayu qui se fait violer par son beau-père, beau-père ou père. Ouais, beau-père, ouais. Beau-père, et en fait que la mère, en fait, voilà, qui ne veut rien savoir, et aussi qui jalouse finalement Mayu en disant que c'est ta faute si toi qui es dans la séduction, etc. Et c'est à cause de toi que mon nouveau mari s'intéresse plus à moi, quoi. Et dans le manga, non, il y a pas. Dans mes souvenirs, il y a pas forcément plus de développement autour du personnage de Mayu qui est assez qui est assez bien mis en avant dans l'animé aussi, et je trouve que cette thématique qui est la pédophilie, quoi, voilà, c'est assez intéressant dans... Alors en plus faut le voir à l'époque, hein, parce que c'était en 2004-2005, et du coup ces thématiques là c'était pas c'était pas bien effectivement, mais c'était pas non plus hyper démocratisé comme sujet. Surtout surtout ce qui est comme au Japon, même en France, hein, mais en particulier aussi au Japon, tout ce qui est viol intrafamilial et l'inaction de la justice ou des forces policières, déjà en France, déjà à l'époque c'était quand même quelque chose. Enfin, c'est un sujet qui, on va dire que c'est assez récent finalement, que les voix se sont élevées sur l'inceste, etc. Au Japon, je pense que c'était à peu près pareil, voire, enfin clairement pas mieux, quoi, voire pire. Et que du coup, effectivement, toute cette thématique de violence, viol intrafamilial n'était pas vraiment dénoncée. Et le fait que cet animé et que le manga, enfin l'œuvre, en fasse une thématique et qu'il le dénonce aussi explicitement, on va pas se mentir, bah, je trouve que c'est hyper intéressant pour le coup. Ouais, ça c'est vrai que ça fait partie du point fort. Alors après, vraiment contrasté par, comme on le disait, et on explorera plus ça dans les défauts, mais le fait que le chara design est assez enfantin, voire même très enfantin, et que il y a quand même énormément, beaucoup trop de plans de meufs à poil. Ouais. Et ça fait partie des problématiques d'ailleurs au Japon, c'est que il y a énormément de mangas parfois même pornographiques, qui mettent en scène des personnages aux traits enfantins. Et c'est pas considéré comme de la pédophilie, puisque ce sont des dessins. Mais c'est un vrai refuge, en fait, un vrai havre pour pédophiles, ces mangas. Et donc, voilà, t'as quand même cette espèce de dissonance un peu entre... le message qu'on te balance dans le scénario, mais ce qu'on te montre à l'écran en même temps. Ouais, je suis d'accord. C'est que voilà. Malheureusement, et bon, on en reparlera plus en détail dans les défauts, mais c'est vrai que c'est dissonant, et même dans le manga, en fait, c'est que t'as vraiment ce côté dénonciation, mais en même temps, on renonce pas quand même au mythe de la femme objet au Japon, quoi. Et tu le ressens particulièrement dans cette œuvre, c'est que voilà, des nanas à poil, t'en vois énormément dans l'animé, t'en vois énormément dans le manga, et en fait, ça sert pas le propos. Enfin, franchement, ça sert pas du tout de la narration. Et encore une fois, si c'était justifié, j'aurais pas dit. Mais là, c'est vraiment, tu vois, du level. Si j'ai un exemple en tête de Quiet dans MGS5, quoi, genre. Bah ouais. Exactement. Mais j'ai pensé à la même chose. Ouais. C'est ça, c'est vraiment le problématique au Japon, c'est vraiment encore le truc de la femme objet qui persiste. Et ça, cette quête, enfin cette image un peu presque de fantasme, en fait, l'animé n'arrive pas à s'en départir, et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ouais. Donc bon, on reviendra là-dessus là dans les défauts. Pour continuer sur les qualités et notamment dans les thématiques abordées, et là
on va commencer à spoiler. Mhm. Donc, je vous conseille de passer un petit peu si vous comptez le voir. Une des grosses thématiques, c'est la différence et la tolérance. Mm. Et cette thématique, elle est... Alors, déjà, elle est transmise par le fait que, au final, voilà, Kota et Yuka créent cette espèce comment dire, d'endroit où plein de gens viennent et vivent avec eux. Et en fait, voilà, toutes les personnes qui se retrouvaient à vivre avec eux sont un petit peu des exclus, enfin même complètement des exclus de la société, parce que voilà, donc Mayu, elle est SDF, il y a donc New, qui par le fait qu'elle ait des cornes et des pouvoirs est ostracisée. également exclue et ostracisée. Et en fait, ce personnage de New, donc qui est l'un des deux personnages secondaires, l'un des deux personnages principaux, avec Kota, en fait, son vrai nom, c'est Lucy. Et donc, je disais précédemment que les personnages semblaient avoir un lien entre eux. Ces trois personnages principaux, Yuka, Kota et Lucy, ont un passé commun. Et en fait, l'histoire de Lucy, c'est que dès l'enfance, elle a été ostracisée à cause de sa différence. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous est révélé à peu près aux trois quarts de l'animé. On nous montre vraiment des scènes où elle se fait persécuter de manière d'ailleurs vraiment horrible. Ouais, ça donne envie de te révolter. Ouais. Par d'autres enfants. Bon, pour le coup, c'est quand même des enfants... Ouais, ils sont vénères les gosses. Hein. Ouais, ils sont vénères les gosses. Parce qu'ils ont quand même 4 ans, 4-5 ans en plus, quand ils sont affichés. Ouais. Alors autant je veux bien croire qu'il y a des enfants qui sont imblérables à 4-5 ans, autant de violence dans un gamin de 4-5 ans. Ouais. Alors peut-être que je sais pas, alors peut-être que j'ai eu la chance de jamais en rencontrer, mais bon, c'est... Ouais. Mais et en fait, donc elle perd la mémoire au début de l'animé et la personnalité qu'elle développe sous le pseudonyme de New, c'est une personnalité complètement mignonne, complètement kawaii, complètement fragile. Innocente aussi parce que elle sait pas parler, elle sait, c'est comme un enfant quoi. Ouais. À l'inverse de sa personnalité de Lucy qui est quelqu'un de très froid, qui n'hésite pas à blesser ou à tuer de manière sanguinaire. Et en fait, on apprend qu'elle a développé cette personnalité parce qu'elle a été persécutée, parce qu'elle a été enfermée dans un laboratoire pour être étudiée. Et le seul rempart finalement à sa personnalité sanguinaire, c'est Kota, qui est le seul à l'avoir acceptée comme elle est. Et donc, en ce sens-là, alors c'est pas la seule partie du récit qui transmet ça, mais voilà, il y a vraiment un message assez fort dans toute l'œuvre de tolérance, en fait, vis-à-vis de la différence, que moi, à titre personnel, je trouvais relativement bien amené, ouais. Bah ça, c'est vrai que c'est intéressant, parce que même encore aujourd'hui, bon, je mettrais beaucoup de pincettes après dans les côtés négatifs, mais je trouve que quand même le message passe. Il passe bien, en fait. Ouais. Il est assez clair. Et surtout en fait, ce que j'aime bien et ce qui est bien mis en avant, même si le message se veut simple, il n'en reste pas moins que l'exécution est assez bonne. Et ça qui est cool, c'est que, en fait, en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, finalement, Humain et Diclonius, qui sont donc deux espèces différentes, ou presque, ou du moins peut-être que Diclonius c'est une évolution de l'humanité, mais bon, on part du principe que c'est quand même deux espèces différentes. C'est que t'as à côté, en fait, les Diclonius, eux, souffrent d'un truc, c'est qu'ils ont une sorte de pulsion de mort, où ils ont vraiment, eux, naturellement, en fait, ils ont une envie de tuer les humains, voilà, donc c'est quelque chose presque d'incontrôlé chez eux, quoi. C'est leur instinct, Et en cela, c'est vrai que ça les rapproche. Enfin, ça peut les rapprocher sur certains aspects à l'animal, qui effectivement, ou tu vois, tu sais, comme un peu dans Parasite, l'animé, où juste que c'est pas une question de bien ou de mal, c'est juste qu'en fait leur mission qui leur a été donnée, c'est effectivement d'asseoir leur supériorité sur l'humanité et donc de les grand remplacer. Et voilà, donc alors ça, les Diclonius, pour le coup,
ont cet aspect presque bestial. Et à l'inverse, dans l'anime, ou même dans le manga, hein, les deux le montrent bien, c'est que l'humanité en fait, elle est pas elle est pas toute blanche non plus, quoi. Ouais. Clairement pas, parce que bon, voilà, le labo, etc., les expérimentations, et aussi, elle est beaucoup plus pernicieuse et beaucoup plus machiavélique dans sa manière d'atteindre ses objectifs et dans sa manière de manipuler notamment les Diclonius ou voilà, d'assouvir sa supériorité ou justement sa sécurité surtout, finalement, pour éviter justement de se faire submerger par les Diclonius et de toujours les garder sous contrôle. Et ça, ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, il y a des défauts, mais l'exécution dans l'animé est bien faite. Et c'est là peut-être le truc que je peux apporter en plus, c'est qu'avec le manga va encore plus loin là-dessus. Et là, je spoil de malade. Mais dans l'animé, tu le vois un peu, tu vois que l'un des scientifiques, par exemple, qui était gérant du labo, est un Diclonius masculin. Voilà. Qu'il est issu d'une grande famille, etc., qui a disparu et qui n'a plus de pouvoir par le fait de croisement avec l'humanité, etc., et qui ont perdu leur pouvoir. Et après, t'apprends qu'en fait, le père de ce gars, qui est en fait le chef du centre et le grand antagoniste, le grand Manitou qui chapeaute et qui contrôle tout dans l'ombre, c'est aussi un Diclonius masculin, en fait. Et que lui, en fait, son grand but, c'est effectivement ce remplacement de l'humanité, et que lui, en fait, manipule l'humanité et les Diclonius pour qu'en fait, que la Terre soit dans le next step de l'évolution, quoi. Et du coup, c'est ça, en fait, le manga fait un peu continue à animer dans cette réflexion où il fait un peu la boucle est bouclée, quoi. En mode, bon, bah, au final, on se rend compte que les deux espèces sont pas si différentes que ça, qu'il y a une forme de continuité, et que l'un dans l'autre, finalement, ils ont des intérêts communs, et que il y a tout un background, et le grand méchant qui finalement les manipule tous au fond, et que finalement les deux sont finalement esclaves de certaines pulsions qui les dépassent, l'humanité, sa sécurité, les Diclonius, une pulsion très naturelle. Et c'est ça que j'ai bien aimé, en fait, c'est qu'il y a quand même ce message assez profond, simple mais profond, mais qui marche encore bien, Ouais. Et bon, moi je pense que ce sera le dernier point positif que j'aurais envie d'aborder, et peut-être ce que je trouve le mieux fait au final dans le scénario, c'est vraiment ce côté où pendant on va dire 60% du récit, quasiment les 3/4 du récit, voilà, tu suis les personnages, tu t'attaches à eux, mais tu sens que, et on te le fait comprendre, que voilà, il y a des non-dits, ils ont tous un lien entre eux, mais on sait pas très bien quoi. Et en fait, quand cette révélation tombe enfin, quand on apprend ce qui s'est passé durant leur enfance, et comment est-ce qu'ils sont liés les uns entre les autres, je trouve la sensation que tu as voilà. Enfin, on te lâche le morceau et on te révèle tout. Et enfin, tu comprends ce qui se passe et pourquoi tel personnage réagit comme ça. Je trouve que ça, c'est vraiment très bien amené dans le récit. Ah, tu veux dire le plot twist, un peu le. Ouais, oui, c'est ça le plot twist, ouais. En fait, t'as toute une. Enfin, je sais pas si on pourrait appeler ça. Enfin, oui, si, c'est un plot twist en soi, mais je sais pas, parce que c'est pas un truc qu'on te sort du chapeau, tu vois. C'est un truc. Non, bien sûr. Qu'on t'amène vraiment très progressivement. Et enfin voilà, je trouve que c'est vraiment. Ouais, bon, allez, on va dire le plot twist, mais il est vraiment efficace, je trouve. En fait, ouais, c'est vrai que voilà, pour le coup, sans spoiler, parce que ça donne énormément d'infos, mais c'est vrai que vers les 3/4, t'as toute une construction où tu as un peu le passé de New qui apparaît, enfin de Lucy New qui apparaît, le croisement, les chassés-croisés avec Kota, etc., tout ça, et t'as l'impression qu'effectivement, toutes les pièces du puzzle se rassemblent, et ça, c'est assez, entre guillemets, jouissif, et ce qui prouve qu'en fait, comme on en revient là, hein, c'est que le scénario et le rythme de l'animé est bon, et qu'il est bien construit sur 13 épisodes, et que en fait c'est ça que je rattache à ça, c'est que pour un animé en fait qui se détache finalement de la fin du manga et qui prend toute une autre route vers la fin et qui arrive à avoir une fin aussi cohérente et acceptable, voilà, je trouve qu'ils sont très bien débrouillés, et c'est pas le cas de tous les animés qui ont qui étaient à peu près dans le même, qui étaient un peu dans le même schéma de publication, etc., et en rapport avec le manga.
Je pense notamment à Soul Eater, l'animé qui a connu une fin tragique par rapport au manga. Ouais, j'avais oublié ce truc, mon gars. Ouais, tu vois, là, ça m'a popé d'un coup, Soul Eater, mec. Putain, c'est vrai que ça existait. Ça existait, ouais, c'était pas le truc qui m'a plus marqué non plus. tu Non, vois. moi non plus. Mais voilà, Soul Eater, Monster Hunter, il y a des animés comme ça, en fait, qui sont arrêtés abruptement pour des questions de publication, etc. Et cet animé a la vertu quand même d'avoir su garder un bon rythme sur 13 épisodes, quoi, je trouve. Comme tu l'as dit, d'avoir une construction d'histoire qui fait que la fin satisfait, le dévoilement de la vérité est très ok et très satisfaisant. Et pour un format aussi court et condensé que 13 épisodes, moi je trouve ça bien. Ouais. Ouais, c'est efficace. C'est efficace. Cela dit, effectivement, maintenant, en guise de transition, c'est vrai que on a aussi pas mal de points négatifs à aborder. Ouais. Et c'est peut-être la première fois dans l'histoire de ce podcast qu'on va avoir autant de trucs négatifs à balancer, je pense. Oui, je pense. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, on le répète avant de commencer, c'est que, je pense qu'on est d'accord, c'est qu'on l'apprécie quand même, hein, cette œuvre, hein, on l'apprécie quand même. Ouais. Mais effectivement, là, le deuxième visionnage, en vrai, c'était, gros. Il y a des moments, j'étais un peu en mode, ah ouais, non, je peux pas, là. Si il y a eu beaucoup de facepalm, on va dire. Ouais, ouais, parfois je buguais, j'étais un peu mal. Ouais. Qu'est-ce que je suis en train de regarder là, actuellement ouais, parlant, là. Ouais. Par quoi tu veux commencer? Bon, je vais commencer par un truc soft. Voilà, Vas-y. Jules, j'ai commencé par un truc soft. Je trouve que, concernant l'animé, et même le manga aussi, hein, je trouve que dans le manga déjà, pour ceux qui veulent le lire, sachez que l'auteur, Okamoto, autant c'est un très bon scénariste dans le manga, autant ses dessins, ils sont assez discutables. Ouais. Et on voit que dans le manga, en tout cas, il s'améliore au fil du temps, mais en fait, c'est pas, son dessin, etc., sa construction de page et tout, ça reste très bancal et pas dingue. Enfin, tu sens pas une réelle évolution dans son dessin. Et c'est là où j'en viens à l'animé, c'est que je trouve que, encore une fois, l'ambiance est excellente, parce que la narration est bonne et le rythme est bon. Sauf que, et ça, on l'a pas dit en point positif, mais pour une bonne raison, c'est que je trouve que les décors et les personnages en termes de dessin et d'animation, je trouve qu'il y a un manque de détails graphiques. Il y a vraiment, après ça a été fait en 2003-2004, hein, mais je trouvais quand même en 2003-2004, il y avait certaines œuvres qui étaient un peu plus détaillées en termes d'animation. Et je trouve que même aussi, l'animation, etc. Elle est parfois un peu saccadée. C'est pas bien animé en vrai, je trouve. Et même ça se voit aussi notamment dans les scènes d'action ou de violence où t'as la colorimétrie qui s'emballe, t'as des couleurs hyper vives, etc. Et parfois moi ça m'a un peu donné mal à la tête, hein, je l'avoue. Ah ouais, carrément. Mal à la tête, j'exagère un petit peu, tu vois. Mais en fait le fait qu'il y ait un manque de détails et le fait que parfois ça explose de partout avec les mains, nanana, etc. Ouais, c'est pas un animé effectivement qui brille par ses graphismes et qui t'en colle plein la mirette, quoi. Clairement pas. Voilà, ça voilà, c'est ma critique la plus soft que j'ai à faire. Et qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? Et est-ce que toi, effectivement cet animé Par rapport au style graphique et à l'animation? Style graphique à l'animation, ouais, c'est ta VO. Écoute, bon, moi j'ai pas eu ce même ressenti vis-à-vis des couleurs qui s'emballent ou quoi, mais après oui, l'animation est assez sommaire et encore une fois, moi en tout cas le chara design, il me plaît pas trop. Il est assez déstabilisant, ouais. Ouais, je suis vraiment pas fan, moi, des trucs avec des yeux énormes et le côté kawaii, ça m'énerve. Bon, c'est contrebalancé encore une fois par le fait que ça sert, mine de rien, un peu le récit parce que ça, voilà, le contraste entre les scènes d'action violente, etc. Mais bon, voilà, c'est très loin d'être un animé que je classerais parmi les meilleurs en termes d'animation et de dessin. Il est ok tiers, tu vois. Ouais, c'est ça, il est très mid-tier. Il y a pas eu énormément d'efforts faits à ce niveau-là, c'est certain. En fait, on peut enchaîner parce que c'est ça, le chara design. En vrai, on va l'enchaîner avec, je pense, la plus grosse critique qu'on peut faire tous les deux à cette œuvre. C'est que le chara design mignon, c'est vrai que j'ai un peu de mal aussi avec les gros hurons et tout, c'est un peu too much. Voilà. Mais c'est aussi au fait d'une chose, c'est qu'on l'a déjà un peu dit dans les points positifs, mais c'est vrai, oh là là, le fan service, frérot. Non, mais c'est pas le fan service, c'est le puceau service. Ouais, mais vraiment, quoi, le puceau service, quoi. Alors, parfois, t'es un peu en mode, ok.
Je regarde à quoi? Je regarde à hentai ou ça se passe comment? Enfin, ça part trop loin. Hein. Ouais, non, c'est quand même un animé où on atteint parfois, où le cringeomètre s'affole Ah ouais. de manière vraiment importante. Alors, enfin, déjà rien que ça, bon, tous les plans à poil avec des meufs où elles vont se prendre un bain et tout, et où on joue sur le fait que Niu, elle a un comportement enfantin, donc elle va se toucher les boobs, elle va toucher les boobs des autres meufs. Parce que c'est pas trop ce que c'est. Parce que c'est pas trop ce que c'est. Il y a plein d'angles de caméra aussi sur le cul ou sur l'entrejambe. Sur l'entrejambe. Où, oh là là, mais où tu sens que le mec. Alors, j'ai pas lu le manga, mais en tout cas, l'animé, que ceux qui ont fait l'animé, ils ont fait ça pour adolescents qui veulent se pougner. Ah, mais totalement. Mais la preuve en est, mec, c'est que je sais plus le studio qui a fait l'animé, je n'ai plus le nom en tête. Mais le studio, en fait, je me suis renseigné dans ses autres œuvres, et c'est qu'ils ont fait pas mal d'ecchi et de hentai. Du coup, ah oui, bon bah. Ça, voilà, ça donne la couleur. Alors, c'est vrai que ça donne la couleur. Ça donne la couleur, parce que c'est vrai que dans le manga, bon, c'est pas, l'auteur quand même, si, l'auteur un petit peu, il y a pas mal de scènes de nudité. Mais en vrai, dans les angles de vue, c'est un peu moins marquant que l'animé. L'animé, par contre, dans les choix de prise de caméra et ouais, non, par exemple, les plans où tu vois l'entrejambe et tu vois la caméra dans l'entrejambe et tu vois Niu qui est en train de glisser sur de la flotte et qui a totalement à poil et qui, en plus, ce petit bruit enfantin qui fait Niu comme ça en tombant. Et elle est à walper et tout. Et là, il y a la meuf qui va essayer de la relever, qui va aller toucher les boobs, elle va faire Niu comme ça avec un ton plus aigu. Putain, pas mal. Oh non, c'est insupportable. C'est insupportable. Là, tu vois, imagine que je suis en train de, enfin, il y a quelqu'un qui rentre dans ma chambre, voilà, dans mon appart, alors que je suis en train de mater ça. Ça peut être un pote, une meuf, mes parents. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas. c'est vrai que c'est un bon indicateur de cringe, genre, par rapport à ce que tu es en train de... Ok, si quelqu'un rentre maintenant, est-ce que je suis capable de justifier ce que je suis en train de mater? Non, mais en fait, je t'explique, parce qu'en fait, c'est une œuvre qui parle d'eugénisme. Et là, t'as une putain de meuf aux cheveux roses qui glisse par terre et qui est en train de faire comme ça, et à poil. Non, c'est compliqué. Ouais, non, c'est compliqué, effectivement. Ah, mais c'est ça, et c'est ça qui est dommage, c'est que, on en parlait, c'est que le scénario est assez bon, enfin ça va, et la thématique de la pédophilie est mise en avant, et ça, en fait, wesh, j'allais dire, tu vois, Mayu, donc la fille qui s'est faite agresser, violer par son beau-père, enfin t'as une scène horrible dans l'épisode 5 où tu la vois se mettre à quatre pattes devant son beau-père, et son beau-père qui lui dit, vas-y c'est bien et tout, et tu le vois qui dévie, enfin qui enlève sa ceinture, je crois, enfin voilà, c'est dégueulasse, mais tu comprends la scène parce que la violence de la scène et la nudité est justifiée. Sauf qu'après tu vois Mayu à poil en train de se faire tripoter par Niu qui est aussi à poil d'ailleurs, et là t'es un peu en mode ouais, genre quoi, pourquoi, enfin c'est quoi la logique, qu'est-ce que t'essaies de nous dire? Oui, parle-moi, enfin j'aimerais bien comprendre ton message, si message il y a. Et alors, d'ailleurs, enfin bon, il y a un des personnages duquel on n'a pas parlé jusque-là, qui est une autre Diclonius, comme Lucie, et j'ai oublié son nom. Je crois. C'est Nana. Nana, ouais, c'est ça, Nana. C'est Nana. Qui fait aussi partie des sujets d'expérimentation dans le laboratoire. Et en fait, elle a une relation avec le mec qui s'occupe de faire ses expérimentations, où elle l'appelle papa, et elle le considère, enfin, elle sait que c'est pas son père biologique, mais voilà, elle a une espèce de lien de dépendance affective vis-à-vis de lui, parce que dans le centre, on lui fait subir toutes les expériences les plus horribles et imaginables, et c'est le seul lien humain qu'elle a vraiment avec quelqu'un, en fait. Et elle, c'est pareil, elle est, je pense qu'elle a presque plus de scènes où elle est à poil que où elle est habillée. Ouais. Et en fait, alors, j'ai regardé encore une fois l'animé avec madame, hein, comme la dernière fois. Et c'est vrai qu'elle m'a fait remarquer quelque chose de très juste. C'est que, en fait, tous les personnages, et celui-ci au premier rang, féminins, ont un lien avec un personnage masculin, où elles sont dans une situation de faiblesse, en fait, et de dépendance affective vis-à-vis de ce personnage masculin, quoi. Ouais, c'est vrai, ça. Et enfin voilà, et du coup
ça se voit que c'est fait pour un public d'hommes adolescents parce que voilà, elles sont toutes au pied en gros des hommes au final, tu vois les personnages féminins. Je suis totalement d'accord, hein, ce qui en fait une œuvre pas hyper avant-gardiste finalement et qui s'ancre bien Absolument dans pas, son époque. En plus d'être à poil du coup. En plus d'être non mais c'est ça qui fait. C'est vrai que ouais, ça pour le coup, et Madame a une réflexion très intéressante. C'est vrai que ce sentiment de dépendance à quelqu'un et à un personnage masculin, tu ressens, et c'est vrai qu'en fait je pense que l'idée de l'auteur ou de studio d'animé, enfin par rapport à cette séquence là, c'est vraiment que le petit puceau, désolé de le dire hein, comme ça, mais le petit puceau là, voilà, il s'incarne dans le personnage de Kota ou d'un personnage masculin et qui se sente en fait, qu'il fasse une projection de lui-même dans ce personnage et qui se dise ah voilà, je me reconnais pas forcément, mais genre je m'incarne dans celui-là et j'ai l'impression d'être entouré de petites meufs mignonnes là, etc. Tatatac. Et voilà, c'est ça en fait qui, je pense, c'était vraiment l'intention, c'était de répondre à une petite pulsion, tu vois, un peu perverse, on va dire, ou du moins de genou. Et notamment, bah voilà, ça se ressent, et là où Madame a totalement raison, c'est que bah c'est le sentiment de dépendance, tu vois, dans la construction même de l'animé, où c'est quand même un harem, et les harems. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est un harem, c'est quand t'as un personnage principal, c'est généralement des slice of life, c'est-à-dire des animés ou des mangas qui se basent dans un environnement du quotidien, hein, voilà, où tu suis une bande de jeunes, plus ou moins collés lycée, on va dire. Et en fait, le harem, c'est quand t'as un personnage masculin où il a toutes les filles à ses pieds et tout, t'as plein de triangles amoureux. Enfin, au-delà du triangle, là, c'est vraiment un pentagone, voire un hexagone amoureux sur le même personnage, quoi. Et ça, c'est vrai que t'as aucun personnage féminin qui est fort, et même Lucie qui est, j'allais dire, enfin qui devrait incarner justement ce personnage traumatisé au passé horrible, qui devrait incarner un peu ce truc de femme forte et tout. Bah finalement, au final, même dans l'histoire et dans le déroulement de l'histoire et voilà, t'apprends que bah en fait elle est totalement aussi en dépendance affective et émotionnelle avec Gotha. Alors ça c'est un peu plus justifié quand même, mais la critique est présente, et c'est vrai que c'est pas en résumé, c'est pas une œuvre féministe, hein. Ça non, clairement pas. Clairement pas, voilà. Alors après c'est ce qui a émergé de quand on en a discuté, c'est-à-dire que en fait on te montre des personnages féminins qui ont des comportements et ressemblent à des enfants, mais ont des pouvoirs extrêmement puissant. Et en fait, c'est ce que Madame me disait. Elle pense que pour beaucoup de jeunes japonais, enfin, je pense que c'est aussi applicable aux jeunes hommes de France ou de Navarre, ça démontre à quel point elles sont vues uniquement par le prisme de la sexualité. Et qu'il y a vraiment un petit peu un côté, enfin même carrément un côté, pour des jeunes mecs qui lisent ça, jouissif de voir des femmes qui sont censées pouvoir te tuer comme ça d'un coup de main, se faire persécuter et être en fait en état de faiblesse, tu vois. Ah, c'est intéressant. C'est hyper intéressant. C'est vraiment intéressant. Ouais. Et là où à l'inverse, dans des œuvres comme par exemple celle de Miyazaki, on te montre des personnages féminins qui n'ont pas forcément de pouvoir particulier, mais qui sont quand même forts en fait, tu vois. Ah oui. Parce que elles sont indépendantes et enfin voilà, elles sont pas dépendantes de personnages masculins. Et tu vois, c'est vraiment le pendant inverse en fait, ces personnages de Elfen Lied. C'est vraiment, il y a un truc un peu pervers en fait, quoi, au final. Ouais, totalement, parce que c'est vrai que toi et Madame avaient raison. C'est que quand on y repense, c'est que t'as aucun personnage féminin qui a une position de dominante ou de domination, ou bien du moins supérieure socialement ou interpersonnellement avec les personnages qui l'entourent. Tous les personnages, même dans le manga, en fait, quand on y réfléchit, sont soit en soumission par rapport aux scientifiques, soit en soumission par rapport aux hommes, soit en dépendance affective. En fait, c'est ça. En fait, elles ne vivent pas par elles-mêmes et elles n'ont pas de but en elles-mêmes recherché. Enfin, genre par exemple, je prends le personnage par exemple de Yuka qui m'insupporte, qui est un personnage horriblement écrit. Horriblement écrit, ce personnage. Terrible, ce personnage. Vilain personnage. Oh, il est dégueulasse, ce personnage. Oh, bref. Non, voilà, qui représente, voilà. Alors là, vraiment, le personnage est écrit dans des mangas des années 90, quoi.
vraiment une Sakura, mais puissance. Ouais, c'est une Sakura 1000. puissance 1000, ouais. Ouais, c'est ça, qui sert à pas grand chose, enfin du moins. Qui sert à être amoureuse du héros, quoi. Voilà, c'est ça. Et qui a aucun développement d'ailleurs, hein, voilà. Ouais. Et qui est juste une potiche sur pattes, quoi. Une potiche Ouais, sur ouais, pattes, ouais. et qui chiale quand il le faut, parce que, oh, le héros va mal. Voilà, qui n'a aucune prise d'initiative et tout. Et du coup, ouais, en vrai, cette remarque est hyper intéressante parce que je réfléchis, mais même le manga, en fait, t'as zéro personnage féminin fort, en fait. Et ça, le problème, c'est que si encore c'était lié à une thématique, si encore c'était lié à une critique, à une narration, à une idée. Sauf que là, même pas, parce que là, on parle d'une espèce, une autre espèce humaine, extraterrestre, etc. C'est vraiment une volonté de l'auteur de mettre en position de faiblesse des personnages, comme tu le dis, qui ont des pouvoirs et qui pourraient dégommer quelqu'un. Donc je pense qu'il y a quelque chose finalement aussi de... Je l'avais pas perçu comme ça, mais c'est intéressant. Mais dans le message de fond, en fait, il y a une morale très... Enfin, une morale. Une idée très... très sale et très pernicieuse, ouais. Enfin, très... Ouais. Un peu bancal. Et puis dans l'absolu, même le personnage de Kota, bon voilà, quand t'apprends tout ce qui s'est passé dans son enfance, etc., machin, là limite, ça donne un petit peu de matière, mais d'une manière générale, dans le récit, lui, il fait pas grand-chose, si ce n'est donner une raison à ces personnages féminins d'exister, hein, de se mettre à ses pieds, enfin d'exister, ouais. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, le personnage de Kota, en vrai, on va pas se mentir, hein, dans l'animé, enfin, il est un peu bête, quoi. Enfin, il est pas très utile. Et en plus, t'as Ouais. tous les clichés habituels du manga, genre il capte pas que Yuka est amoureuse de lui, il tombe sur New, il a plot sans le faire exprès. Bon, t'as déjà tous ces trucs-là insupportables. Mais au-delà de ça, même dans son écriture, il a pas, à part juste être là, À part être là, ouais. il a pas beaucoup de rôle. Bah, je pense que ça, en fait, ce qu'on dit, vieux, et au-delà de... Enfin, être là, si, je dirais le seul rôle finalement, désolé, Ouais. qu'on pourrait lui attribuer, c'est, pour faire le lien avec l'une des thématiques que j'avais bien aimé de l'œuvre, être tolérant en fait, et accepter tout le monde. Oui. Bah, en fait, c'est ça, ouais. Il représente un peu le Candide, quoi. Enfin, mais vraiment, le Candide un peu mal écrit, parce que c'est vrai qu'il est un petit peu con, quand même. Et c'est ça, en fait, je pense que ça, le problème, c'est que, en fait, l'histoire globale est bien exécutée, c'est juste qu'en fait, le développement individuel des personnages, il est pas ouf. Il est vraiment pas ouf. Et ça qui est dommage, c'est que en fait, c'est ça, c'est un peu bizarre à dire, parce que c'est vrai que enfin, je trouve que c'est un peu chelou d'ailleurs. C'est qu'en fait, c'est une œuvre dont l'ensemble est assez bien et ok. Mais si tu prends individuellement chaque pièce et chaque personnage, bah, tu te rends compte que leur écriture, elle est, enfin, bon, Lucy New, l'écriture est quand même un peu au-dessus, quand même, dans l'extrait. Mais si tu prends chaque personnage écrit séparément et son évolution et son développement, bah, tu te rends compte que c'est pas du tout exploité ou voire mal, et c'est assez frustrant, quoi, quand même. En fait, enfin ouais, je dirais que t'as une espèce de dichotomie entre, au niveau du récit, entre le scénario et les thèmes qu'on essaie d'aborder et de mettre en avant, et le public auquel on s'adresse et le cynisme du coup avec lequel on met en scène et on écrit les personnages. Et voilà, il y a une vraie dichotomie entre ces deux aspects-là de l'œuvre, quoi, et qui au final malheureusement est plus dommageable qu'autre chose, parce que t'as vraiment l'impression que l'auteur prend le public, son public pour des cons, quoi. Ouais, bah c'est un peu ça. Et même si dans le manga, il y a des personnages qui sont un peu plus développés et plus intéressants, et même d'autres personnages qui n'apparaissent pas du tout dans l'anime qui sont là, c'est vrai que dans mes souvenirs, le manga, il est toujours à peu près dans cette même vibe. Et que par exemple, t'as des personnages, typiquement, même dans les deux supports, genre le personnage, je crois qu'il s'appelle Bandu, le chasseur de primes. Bando, qui lui il avait toutes les billes pour devenir un bon personnage et avoir même un arc de rédemption qui aurait pu être très bien écrit. Sauf que juste pour expliquer Bando en deux mots, c'est un un militaire qui est envoyé par le laboratoire pour récupérer le personnage de New. Il tombe sur non pas New mais au final Lucy, et il se fait démembrer complètement. Et il jure qu'il va la retrouver, il va la buter. Et c'est un personnage qui a un peu un comportement d'enfoiré, parce qu'il pense qu'à lui. Il frappe tous ceux qui sont pas d'accord avec lui. Même des gosses. Et il frappe même des gosses, ouais, effectivement. Et donc ouais, vas-y, t'allais dire quoi du coup? Mais ce que j'allais dire, c'est que par rapport à ce personnage, où tu vois, je crois qu'il y a une évolution, gros spoil, qu'il va rencontrer après Nana, et il va un peu
tu vas avoir un peu une pseudo-amitié ou du moins un respect mutuel, où il va parfois, je crois, à un moment essayer de la protéger ou de la couvrir. Et ça, tu vois, je me dis, bon, en vrai, en termes d'écriture, pourquoi pas une petite évolution, un petit arc de rédemption, etc. Ça peut faire le café. Sauf que c'est pas du tout exploité. Pareil, t'as le personnage donc Nana, tu sais, il y a son tiche d'un personnage donc qui est le docteur là, le Kurama, je crois. Celui avec les petites lunettes. Et voilà. Ouais. Et ce Donc le mec qui gère le centre d'expérimentation. C'est quoi. ça, voilà. Et ce gars, pareil, tu te rends compte qu'il il a un passé assez intéressant, avec assez profond et assez grave. Mais tu te rends compte que bah en fait finalement c'est dommage parce que on n'a pas le temps de se concentrer sur lui, on n'a pas le temps de le développer comme il le devrait, au détriment en fait. Enfin, pardon, au détriment, et c'est même pas au détriment, mais en faveur plus de scènes qui n'ont aucun sens, enfin de scènes de fanservice ou de fan puceaux qui desservent totalement le propos, et en fait on sacrifie un peu le background de certains personnages par rapport à ça, et c'est totalement dommage. Et voilà. Ça C'est m'agace. vrai, alors après je trouve quand même que le personnage de Kurama en l'occurrence est pas trop mal exploité, surtout si tu le compares à Bando justement, parce que bon là je spoil hein, mais enfin tu vois je trouve que voilà on te le montre comme un personnage extrêmement froid et tout extrêmement comment dire dans le rationnel, dans la logique, et au final on aperçoit enfin on comprend que son idéologie elle a été, sa manière de penser a été mise à rude épreuve par bah voilà quand on apprend que sa femme a été enceinte d'un Diclonius et que donc il a fallu la tuer. Enfin tu vois je trouve il y a quand même allez 10 bonnes minutes qui sont consacrées à nous montrer qu'il n'hésite pas à tuer les enfants des autres, mais que quand ça lui tombe dessus, et ben au final il se comporte comme tout le monde et il reste un père, ouais. Et tu vois, pour le coup, Kurama, je trouve que c'est pas le pire en termes de peut mieux faire. Ouais, moi je me dis, enfin, peut mieux faire, parce que je trouvais que, en fait, ça, c'est que, effectivement, il a été exploité pendant 10 bonnes minutes, et c'est vrai que pour le coup, vraiment, la toute fin dépend aussi, enfin, dans l'animé du moins, et autour de ce personnage, et puis dans le manga, c'est aussi un personnage principal qui va énormément évoluer, mais c'est ça que je trouve dommage, en fait, c'est que, il y a plein de scènes enfin, dans la terme de construction, le rythme, enfin, encore une fois, le rythme est bon, mais plein de scènes auraient pu être enlevées pour favoriser justement ce tissu de relations interpersonnelles entre les personnages, qui aurait pu être plus marquant au final lors d'un deuxième visionnage, et aussi qui aurait même été plus attachant, quoi, parce que c'est ça le problème, c'est que, enfin, la grande différence, je dirais, entre mon premier et deuxième visionnage, c'est que mon second visionnage, en vrai, le groupe de personnages, j'y accroche moyen, tu vois. Enfin, maintenant, j'y accroche. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, la relation entre Miyu et Kota, bon, me touche toujours un peu pour cet aspect de tolérance, et parce que c'est mignon, et que c'est quand même bien fait, et que c'est assez bien écrit dans l'ensemble. Par contre, le groupe en lui-même, et le côté... le côté personnage, on va dire, entre guillemets, marquant, je le ressens un peu moins, et parce que, en fait, j'ai trop d'images. Et là on revient au fanservice, j'ai trop d'images parasites par rapport à cet animé qui me font dire bon, et c'est ça qui agace, c'est que bah c'était peut-être à ça l'animé, vraiment voilà, peut-être pas si peu, mais il manquait pas mal, enfin il manquait un petit truc, pas grand chose pour que ça devienne selon moi un truc vraiment culte, et tout en se coupant de pas mal de choses qui sont les trucs un peu dégueulasses là, et de choix scénaristiques un peu vaseux. Ils auraient pu se couper de ça et ça aurait pu en faire une œuvre grandiose, encore plus grandiose. Ouais. Bah, je pense que si c'était détourné de... Mais bon, voilà, ça a été publié dans un manga ciblant les adolescents, mais se détourner de ce public-là... Enfin, de ce qu'on imagine que ce public-là attend, ça n'aurait pas été une mauvaise idée. Et bon, enfin voilà, après encore une fois, c'est vrai que moi, je l'ai vu adolescent, donc j'étais le public cible, et c'est pas des choses qui m'ont choqué au premier visionnage. Enfin bon, si bien sûr au début le fait que tous les personnages soient à poil, je me suis dit putain quand même, ça fait beaucoup, mais voilà, j'avais pas poussé la réflexion plus loin. Mais enfin voilà, là 10 ans plus tard, effectivement, ce sont des éléments qui m'amènent à dire que c'est pas un animé qui peut vraiment résister à l'épreuve du temps, quoi, malheureusement. Non. Là où peut-être effectivement la différence, c'est peut-être le manga un peu plus, parce qu'il y a moins ce côté prise de parti avec des... Alors,
il y a toujours cet aspect personnage féminin indépendant, enfin dépendant de la gente masculine, ça quand même. Mais là où le manga peut plus résister, et parce qu'il va plus loin dans ses thématiques, donc c'est un grand point fort. Donc dans tout ce qu'on a cité de cool, c'est-à-dire l'eugénisme, le clonage, l'expérimentation, le manque d'éthique, etc. Et la dualité humanité versus Diclonius, c'est encore plus approfondi dans le manga, du coup. Ça, cet aspect-là prend énormément plus d'ampleur, et donc ça fait oublier un peu les scènes de nudité. Et après aussi, le manga ne prend pas le parti de prendre des prises de caméra et des plans hyper chelous, quoi. Et ça, et voilà. Et ça, en fait, le manga, je pense, enfin l'anime pour le coup, t'as totalement raison. Je le montrerai pas à n'importe qui, et ce sera la prochaine partie, hein, mais je le montrerai pas à n'importe qui. Si la personne ne me connaît pas très bien aussi, parce qu'ils vont dire Timothée, oui, génial. Par contre, le manga, à l'inverse, lui, je le conseillerais pour le coup plus, tu vois. Mais, on y reviendra. Mais alors, juste avant qu'on aborde ça, est-ce que toi, t'as une scène favorite dans l'anime? Bah moi, c'est la scène favorite, c'est la scène où c'est juste après que tu as dans le flashback, donc tu as Lucie qui se fait totalement battre par les enfants de 5 ans là. Du coup elle pète un câble et spoiler alert, elle détruit toute sa classe littéralement. Et qu'ensuite elle se retrouve toute seule, un peu isolée, et qu'elle tombe sur Kota. Et là t'as cet instant, les deux sont tout petits, et t'as cet instant très très mignon et pur et innocent qui là pour le coup je trouvais magnifique. Ouais, ça c'est bien fait, ça. C'est extrêmement bien fait, où t'as juste deux enfants qui se rencontrent, qui font connaissance, et elle qui est remplie de rage, de haine, qui en peut plus, qui a envie de détruire le monde entier. En fait, elle se retrouve face à un autre enfant qui ne la juge pas, etc. Et ça représente, comme tu l'as dit, hein, l'aspect tolérance là dans sa mise en scène la plus pure. Et si je trouvais cette scène, je la trouve encore hyper touchante actuellement, et c'est ma scène préférée. Ouais. Et enfin vraiment. Ouais, moi je pense que c'est mon arc favori, c'est ce passage où ils sont où ils sont enfants, et où en plus t'as vraiment le contraste entre les côtés mignons qui vivent ensemble et le fait qu'elle s'attache vraiment à Kota, mais derrière le soir elle a pas d'endroit où dormir et elle est obligée d'aller rentrer dans une maison et tuer tous les occupants froidement. Et enfin vraiment, ces scènes de l'enfance, c'est la meilleure partie de l'anime, je trouve. Je suis assez d'accord avec toi. Et encore très marquante et encore assez juste, en fait, même 10 ans après. C'est ça que je trouve. C'est assez je trouve que c'est assez intemporel quand même, comme manière de faire. Et non, ça. Enfin, là pour le coup, j'ai retrouvé une sensation que j'avais eue lors de mon premier visionnage. Ce qui n'est pas rien. Pareil. Ouais. Après, moi je pense qu'en tout cas pour le coup ma scène favorite ça reste quand même la scène avec Yuka là sous la pluie. Je l'ai mais vraiment juste pour l'ambiance en fait, parce que t'as le contraste entre le rouge du temple Shinto et le froid, le bleu, vert de la forêt et de la pluie. Tout est silencieux, t'as vraiment juste le bruit de la pluie et un petit peu la musique en fond. C'est un moment c'est une espèce de bulle au milieu de l'anime, où je trouve que juste pour le travail sur l'ambiance, c'est probablement la scène que je retiendrai le plus. Donc voilà. Bon. À qui tu recommanderais cet anime, mon gars? Et là c'est difficile, hein. C'est hyper difficile parce que c'est vraiment pas évident, parce que là, vu tout ce qu'on vient de dire, c'est une mise en balance et non, en vrai, je pense que c'est pas pour ma part, c'est pas le premier animé à voir de manière générale qui apporte ce genre de thématique, etc. J'aurais pas eu le même discours il y a 10 ans. J'aurais dit c'est absolument génial et tout. Mais on l'a dit en intro, ça fait partie des animés comme Code Geass où je pense clairement notre avis a été revu un peu à la baisse. Mais néanmoins, oui, quand même, allez, je le conseille. Je le conseille pour tous les points positifs qu'on a cités, quoi. Et je pense qu'en fait, je le conseille parce que ça peut être pour moi, en fait, cet animé peut être une bonne porte d'entrée
pour ceux qui veulent aller voir le manga, en fait. Vraiment, dans cette optique-là. Ouais. C'est vraiment ça, c'est que si tu n'as pas le temps pour l'instant, si tu as un peu la flemme d'aller lire un manga où les dessins sont pas hyper bien faits, etc., l'anime peut être une belle porte d'entrée pour t'encourager à aller voir le manga qui va au plus profond des termes et qui gomme en partie les défauts de l'anime. Ouais. Et ça qui est assez intéressant. Après, sur l'anime en lui-même, je peux pas le conseiller à des amateurs d'animation parce que, comme on l'a dit, l'animation est pas folle dingue. J'aurais du mal à le conseiller finalement aussi à des gens qui se lancent dans le support qu'est l'animation japonaise. Ouais. Franchement compliqué. On est presque plus sur une des recos là. Hein. Mais on est presque plus. Ouais, mais c'est ça le pire, c'est que. Non, mais en fait, je pense que ça fait partie d'une œuvre nostalgique. En fait, je pense que si tu l'as pas vu à un point T, selon moi, hein, à un point T au moment où il est sorti, ou du moins au moment où quand t'avais 14-15 ans et que tu le remates avec un regard critique, avec du recul, mais tout en ayant cet aspect nostalgique, je pense que tu peux difficilement apprécier l'animé si tu le vois comme ça en tant qu'œuvre en elle-même. Je pense que clairement, si j'avais pas regardé l'animé avant, tu vois, j'aurais vu peut-être un peu de mal. Ouais. Alors, pour le coup, Madame a quand même pas détesté. D'accord, ok, c'est intéressant. Ouais. Okay. Et en fait, je pense que c'est dû au fait que, voilà, il est bourré de défauts, mais le scénario reste quand même assez solide. Et avec des pincettes quand même, hein, mais parce que c'est entaché par beaucoup de choses. Ouais, bien sûr. Et t'as quand même des vrais moments dans l'animé qui te touchent ton petit kokoro. C'est vrai. Mais tu vois, donc, c'est ça, mais de là à conseiller à un public cible, c'est ça qui est compliqué, parce que je pense que ça c'est vrai, oui, c'est dur de trouver un public cible pour ça. Parce que, moi, je dirais tout simplement, si vous êtes entre deux séries ou deux animés, que vous avez envie d'un truc que vous pouvez vous regarder en 2-3 jours, Elfen Lied, c'est adapté pour ça. C'est bien. Pas mal, ouais. Parce que, encore une fois, c'est une des forces, c'est que c'est pas trop long. Et puis, si vous aimez ce genre de récit où on te fait sentir qu'il y a un truc qui plane depuis le début, mais que tu sais pas vraiment quoi, et que, bam, à un moment, t'as le plot twist. Allez. Ah, mais c'est vrai que c'est le bon mot. Je sais pas pourquoi je voulais pas l'utiliser tout à l'heure, mais. Parce que c'est l'anglicisme, c'est inadmissible. Les plot twists émotionnels, l'animé le fait assez bien. Et puis voilà, si vous avez apprécié des animés comme Parasite ou Hajin, que j'ai découvert ensuite, que Madame m'a fait découvrir et qui est un petit peu dans la même veine, je sais pas si tu connais. Mais j'ai regardé, j'ai regardé les premiers épisodes, après j'ai arrêté, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment bien. C'est pas mal. Ouais. Voilà, si vous aimez ce genre de truc avec des histoires, d'êtres humains avec des pouvoirs, qui abordent un peu les thématiques de persécution, de différence, etc. Il est bien. Il est bien pour ça, mais voilà, faut juste pas être freiné par tout le côté cringe du manga adressé à un public d'ados boutonneux, quoi. Ouais, totalement. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand j'y pense, en fait, à un manga, un animé. Aucun mépris pour les ados boutonneux, hein, on l'a été aussi. Oui, mais on vous adore. Enfin, on vous embrasse pas, mais on vous adore. Mais. C'est hyper. Pardon. Mais c'est vrai que quand on y pense, en fait, je fais un lien, même si le manga dans sa thématique est différente parce qu'il y a un aspect un peu plus écologique, etc. Le manga et animé qui est, par exemple, Parasite, qui peut se rejoindre avec quelques thèmes de Elfen Lied, enfin, qui peut se raccrocher même s'il est différent dans son exécution, etc. Enfin, je trouve que, par exemple, il est beaucoup plus intelligent au niveau de ses personnages et beaucoup plus mature et beaucoup... et en plus, il n'y a pas toute cette fioriture dégueulasse et des partis pris un peu bizarres. Et je trouve que, par exemple, Parasite, qui rejoint certains des thèmes de Elfen Lied, etc., fait beaucoup plus le café, tu vois, par exemple. Ouais, totalement. Beaucoup plus sérieux dans son approche, etc., beaucoup plus construit. Bon, on parlera de Parasite dans un prochain épisode, c'est pas le moment, mais... En fait, c'est ça qu'en fait, je trouve que le manga, enfin l'animé qu'est Elfen Lied, c'est un bon animé, comme tu l'as dit, entre séries. Mais en fait, il souffre du fait qu'en fait, t'as d'autres œuvres qui ont fait mieux que lui et sur les mêmes thématiques, en fait. Ouais.
Et en plus gérer de manière plus entre guillemets mature et désigner un public plus adulte et qui prend pas ses spectateurs pour des débiles aussi. Et ça, en fait, il souffre de ça. En fait, il souffre aussi de la comparaison. Et je pense que c'est pour ça qu'on a grandi. C'est que bon, on a pris de l'âge, mais aussi qu'on a eu, on a vu d'autres œuvres qui étaient bien meilleures en fait que Elfenlied et qui englobaient toutes ces thématiques de haine, etc., d'opposition entre les races et tout. Ouais. Et c'est ça en fait. Elfenlied subit le fait qu'on est devenu très cultivé. On n'a pas trop fait d'ego trip pendant le podcast. C'est vrai, ouais, aujourd'hui on était moins dans l'ego trip. Ouais, bah, de ouf, mec. Mais donc voilà. Bon, ben en tout cas, je savais pas ce que t'allais dire avant qu'on commence ce podcast, mais je pense que bah ouais, on est à peu près, on est même carrément raccord au niveau, au niveau de comment on a reçu l'œuvre à l'heure actuelle, quoi. Bah, serrons-nous la main. Hop. Et bah voilà, à travers cet écran. Exactement. Hop. Ok, et bah écoute, on a tout dit. Est-ce que tu veux rajouter Eh bien, amour, cheveux roses et câlins, voilà. Amour, cheveux roses et câlins et pelotage de boobs. Eh oui. Et souvenez-vous, en dessous de 18 ans, c'est pas bien vu. Et c'est potentiellement pénalement répréhensible aussi. Ne faites pas ça, les enfants. C'est pas bien. Et souvenez-vous, le consentement aussi, c'est important. Voilà. Plein de thématiques comme ça. Bon, en tout cas, on sait pas si ça vous a donné envie de voir l'œuvre, mais on espère que ça vous aura intéressé qu'on en parle. Parce que c'est intriguant comme œuvre aussi, c'est intriguant. Voilà. Oui, parce que c'est quand même intriguant. C'est quand même une œuvre qui n'est pas banale dans le paysage. Puis je pense que si elle nous a marqué, nous deux, c'est que bon, il y avait quand même, voilà, au-delà de tous les aspects négatifs, il y avait quand même. C'est vrai que bon, on a vu la dose de purin négatif qu'on lui a mis sur le dos. Voilà, je vais un peu redéfendre le diable, mais bon, c'est vrai que si l'œuvre nous a marqué, c'est qu'il y a quand même des petites raisons, des bonnes raisons, etc. Et du coup, donnez-lui sa chance si vous avez le temps, on va dire. Voilà, ouais, je pense que c'est ce qui résume le mieux. Donnez-lui sa chance si vous avez le temps. Exactement. Ouais. Exactement. Bah merci mon Tim. Merci mon Jules. Merci. Pour cette magnifique émission. De quoi on va parler la prochaine fois ? Eh bien, c'est un jeu vidéo dont tu m'as depuis un moment parlé, qui ne dure pas si longtemps que ça en plus, et que je n'ai pas pris le temps de faire. Ouais. Mais du coup, le prochain épisode va m'encourager à le faire et à le torcher, comme ça, voilà, parce qu'apparemment c'est une œuvre magnifique, c'est un jeu vidéo magnifique. Mais du coup, je te laisse dire le titre de l'œuvre parce que c'est toi qui l'as découvert en premier lieu et que mon accent anglais est horrible. Je vais pas dire le titre de l'œuvre parce que on va continuer de teaser un petit peu nos auditeurs Ah oui, c'est vrai. Mais par contre, je le résumerai de la meilleure manière. C'est-à-dire que j'ai vu un jour un commentaire de quelqu'un qui parlait de ce jeu. Parce que le jeu est sorti il y a pas très longtemps. Hein, c'était il y a 1 ou 2 ans. Et c'est quelqu'un qui a dit purée, c'est dingue. Sur cette année 2020 ou 2021, je sais plus, j'ai joué à tous les jeux AAA qui sont sortis, quasiment. Mais au final, celui qui m'a le plus marqué, c'est celui-là. Alors que c'est un jeu gratuit qui se fait en 4-5 heures. Et voilà, j'en dis pas plus. Mais ça annonce la couleur. On en parlera, on en parlera en détail la prochaine fois. Et d'ici là, les amis, je vous souhaite déjà une bonne écoute et puis de bien vous porter. Et il nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés jusqu'ici et à vous dire à la prochaine dans le comptoir des recos.